Et 45, il y aura le quart, donc Ouais. courage. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore parmi nous. La dernière table ronde sera consacrée à la recherche et à la communication. Nous allons commencer par la première partie sur la recherche, sur la transition énergétique et l'engagement de 5T des universités et des écoles partenaires. Je vais faire très vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc j'appelle à me rejoindre Éric Vernier, directeur général de l'ICIDCO ULCO. Christophe Philippono, directeur général d'Atlantec. Ouais. Vincent Hilfrich, enseignant-chercheur à Excelia Business School. Thibaut Cuineau, enseignant-chercheur à Excelia. Et Philippe Pérez, développeur territorial Nouvelle-Aquitaine de Boralex. Alors le but de cette table ronde, c'est de mettre en avant l'engagement et les actions de 5T en termes de recherche académique sur cette question de la transition énergétique. Et donc ma première question, je la pose à Eric. En quoi la recherche est-elle importante aux yeux de 5T et comment elle se traduit en termes d'action? Merci. Celui-là marche. Donc l'importance de 5T, on le voit, hein, en 3 jours, la recherche va être, on va lui consacrer 10 minutes, là, donc on va aller assez vite. Non, la recherche est importante. Comme je vous l'avais dit l'an dernier, le Club Recherche a été créé. Et sa première action, c'était la rédaction d'un livre de cas, hein, d'un recueil de cas. Et donc aujourd'hui, chose promise, chose due, ce livre est en phase d'aboutissement, puisque sur les 10 cas que nous avons prévus, donc ce sont des cas d'innovation liés à la transition énergétique et que nous avons puisés dans toutes les entreprises et start-up qui ont été primées lors des précédentes éditions. Donc c'est vraiment extrêmement lié à cette université et à la Fondation E5T. Et donc ces 10 cas, nous en avons finalisé 7 et les 3 autres ne sauraient tarder. Le livre donc est édité aux éditions Duno, donc c'est aussi une preuve de la solidité de son contenu, hein, puisque Duno est un éditeur reconnu au niveau de la recherche en France. Et il est prévu, donc sa sortie est prévue au mois de mars. Hein, évidemment, les contraintes Covid ont retardé un petit peu les choses et les relations avec l'éditeur, qui lui-même a quelques retards dans son travail. Et puis, je tiens à le rappeler quand même, hein, la recherche, et là, nombre d'entre vous le savent très bien, la recherche, ça n'est pas juste écrire, hein, ça n'est pas un storytelling, ça n'est pas un roman. La recherche nécessite une méthodologie appropriée, reconnue scientifiquement, nécessite aussi de suivre les canons épistémologiques qui permettent de dire que telle recherche et telle réflexion est recevable scientifiquement. Et donc ça demande quand même tout un travail préparatoire et une étude de cas. Évidemment, ça n'est pas un article scientifique théorique, mais une étude de cas doit, si on veut qu'elle ait une quelconque utilité, une étude de cas doit suivre quand même ces canons méthodologiques notamment. Donc ça a pris un petit peu de temps. Ce livre donc réunit une douzaine d'enseignants-chercheurs, notamment des institutions partenaires de 5T, hein, puisqu'on a des enseignants-chercheurs d'Excelia, de l'EXI, qui sont très présents ici, mais aussi de l'ICIDCO, de l'ULCO et d'autres institutions, le M Normandie par exemple. Donc une douzaine d'enseignants-chercheurs qui se sont associés à des chefs d'entreprise ou des inventeurs qui donc ont pu travailler ensemble sur justement leurs projets, leurs inventions, leurs innovations. Et donc ces innovations, vous le verrez à la sortie du livre, hein, donc, qui coïncidera à peu près avec l'université d'hiver. Ces innovations sont aussi bien technologiques que commerciales, que des innovations de services, par exemple, ou des innovations de process. Donc voilà, ces 10 cas ont bien avancé et justement, les auteurs, enfin l'auteur de l'un d'entre eux est présent, c'est Vincent, et il en parlera tout à l'heure. Et il y a avec lui donc son co-auteur qui lui connaît bien le sujet puisqu'il en est l'initiateur.
Voilà ce que j'avais à dire. Je reprendrai juste la parole à la fin, peut-être, pour parler de la suite. Merci Eric pour ton intervention. Alors effectivement, on vient tous d'entendre la même chose. Hein. Le premier livrable de la recherche pour E5T, c'est le livre des 10 cas sur l'innovation et la transition énergétique. Et donc il y en a 10 qui vont sortir. Quelques-uns sont déjà finis, dont le cas qui a été rédigé par Christophe Philippono et Vincent Hilfrich sur le cas Atlantec. Donc je vous laisse la parole et en vous posant là une petite question. Comment vous avez fait pour rédiger cet article et qu'est-ce que vous avez appris lors de cette petite expérience? Alors, pour contextualiser cette étude de cas, alors l'intérêt de cette étude de cas, c'est de permettre en fait notamment à des étudiants, notamment en gestion ou en économie, de découvrir un peu des innovations en transition énergétique et de comprendre comment ils peuvent aussi y contribuer, notamment sur les aspects de management, d'organisation, de diffusion des pratiques. Et c'est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises pendant les universités de cette année, notamment par le maire Jean-François Fontaine, sur la question notamment de l'implication du public, etc. Et ça passe notamment par ce type de questionnement. Donc l'objet de ce chapitre sur le cas Atlantec, c'est de présenter l'écosystème Atlantec comme un écosystème d'innovation combinée qui va permettre à la fois d'incuber de la transition énergétique, mais aussi de travailler à la diffusion de cette transition énergétique. Puisque comme vous avez pu le voir, notamment pour ceux qui ont participé à l'avant-première, le quartier bas carbone Atlantec est à la fois un lieu qui va incuber de l'innovation et travailler sur des sujets comme la boucle énergétique. Et il va aussi servir finalement de vitrine à la fois au programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone, mais aussi au-delà, pour pouvoir inspirer d'autres lieux, d'autres pratiques. Et l'objet principal du chapitre, c'était de présenter comment cet écosystème peut se structurer autour d'innovations combinées. Et là, on entre dans la partie un peu littéraire, un petit peu théorique. C'est l'idée de mobiliser la notion d'innovation combinée de Damanpour, qui explique comment, finalement, en général, dans un système, on a rarement une innovation qui émerge toute seule, mais on a en réalité plusieurs types d'innovations qui co-émergent en même temps et qui peuvent se renforcer. Et au final, le tout, c'est-à-dire l'écosystème, est bien plus intéressant que la somme de ses parties, c'est-à-dire ces innovations prises spécifiquement. Et dans le cas Atlantec, on a typiquement ce sujet, puisqu'on a des aspects techniques, mais on a aussi de l'innovation managériale, on a aussi de l'innovation de commercialisation, et tout ça, finalement, se renforce pour permettre à l'écosystème, finalement, d'atteindre son objectif et de gérer son commun, au sens vraiment de l'approche des communs. Et le cœur du chapitre est vraiment basé sur l'innovation organisationnelle qui est portée par l'association Atlantec au sein du quartier bas carbone du même nom, puisque son travail justement de mise en relation, de diffusion, d'émergence de la créativité fait partie de cette innovation managériale. Et vous en avez, pour ceux qui ont participé à l'avant-première, eu un avant-goût, puisque l'atelier qui était organisé à la fin de l'avant-première était une des activités que peuvent porter cette association Atlantec et qui permet justement de diffuser plus largement les autres innovations qui sont développées au sein du quartier. Merci Vincent, et je repose la même question à Christophe. Quelle a été ton expérience? Alors mon expérience était particulière parce que c'est la première fois que je suis servi de cobaye à une étude. Et c'est un honneur parce que ça permet de se repositionner, se re-questionner sur ce qu'on a mis en place. Parce que ce qu'on a mis en place comme fonctionnement a évolué depuis 2016. On a sans arrêt fait évoluer notre système. Mais effectivement, de passer à cette étape d'être observé, d'être étudié, nous fait prendre conscience quelquefois qu'on fait des choses sans forcément bien les percevoir, mais nous donne aussi tous les outils pour se dire, aujourd'hui on est pas mal visité pour nous dire, mais est-ce qu'on peut répliquer non seulement ce que vous faites, mais comment vous faites? Et le fait de participer avec toi à cette analyse des méthodologiques de l'animation nous permet justement de mieux expliciter la méthode, et d'être conscient de ce que l'on fait et de pouvoir ainsi encore mieux la faire avancer. Donc je ne vais pas en dire plus parce que là, en tant que cobaye, par rapport à toutes les penseurs que j'ai autour de moi, je ne vais pas me permettre de parler de trop. Mais voilà, donc je pense que véritablement, ils encouragent véritablement toutes les structures comme ça, qui essayent de mettre en place des choses un peu innovantes, des méthodes de travail un peu différentes, de s'exprimer, de se rapprocher des chercheurs, parce qu'en travaillant ensemble, on conscientise, entre guillemets, c'est pas si moi l'expression, ce que l'on fait, et ça nous permet encore de mieux progresser ultérieurement. Donc merci beaucoup de nous avoir pris comme
point d'étude, on n'en sera que meilleur avec cela. Merci beaucoup. Merci. Hâte de voir finalement la sortie du livre et d'étudier les 10 cas. Je rappelle que les 10 cas ont été choisis parmi les partenaires et parmi des entreprises et des organisations qui ont toujours travaillé avec E5T. Alors le projet de recherche et les projets de recherche entamés sur cette question ne s'arrêtent pas au livre des cas. D'autres projets effectivement sont lancés et sont menés, notamment le cas du projet mené par Thibaut, à qui je pose la question tout simplement, c'est quoi ton projet et comment tu l'as mis en place? Alors, merci beaucoup de nous laisser la parole. Et c'est vrai qu'on trouvait intéressant déjà de parler d'un projet en cours et puis aussi de parler de futurs projets en cours. Donc, Philippe Pérez étant aussi là, on va parler un petit peu de lui, mais ce qu'on est en train aussi d'étudier, puisque ça a été dit à E5T à plusieurs reprises et depuis 3 jours à nouveau, technologiquement, on commence à avoir des façons de faire qui nous permettraient d'aller beaucoup plus loin dans la transition énergétique, dans la transition durable. Les ingénieurs ont beaucoup travaillé, donc on collabore beaucoup aussi avec l'EXI, et on est très content pour ça, parce qu'ils nous ont apporté aussi ces expertises-là. Mais ce qu'on s'aperçoit tous globalement, lors de l'avant-première d'Atlantec, on a aussi pu échanger avec Gérard Blanchard, qui est vice-président en charge du territoire zéro carbone sur le territoire de La Rochelle, toutes les difficultés à faire accepter cette nécessité de transition énergétique. Et il faut être très, très clair, en fait, le monde d'aujourd'hui ne sera pas le monde de demain. Et en fait, il faut qu'on puisse collectivement se mettre d'accord sur la façon dont on va pouvoir le faire, sur la façon dont on va pouvoir travailler, qu'est-ce qui est acceptable, moins acceptable. Et ça, ce travail-là, ce sont les sciences humaines, donc les sciences de gestion, les sciences économiques, qui doivent pouvoir l'apporter. D'où l'intérêt là de travailler avec Boralex. Donc tout à l'heure, Philippe Pérez vous décrira un petit peu qui ils sont et comment ça se passe. Mais on est en train d'initier un projet avec eux pour essayer de comprendre avec eux sur les territoires, sur la transition durable, sur l'énergie verte, en fait, comment on peut essayer de comprendre les attentes d'un territoire, les attentes des parties prenantes. Et c'est vrai qu'on a, nous, beaucoup travaillé sur les écosystèmes territoriaux, qu'est-ce qui s'y passe. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que chaque écosystème territorial est différent et va avoir des attentes sociétales différentes. Et donc, il y a des notions d'acceptabilité qui vont être différentes aussi. Et ça, il faut qu'on se les pose pour éviter d'être dans des débats qui sont sans fin, qui sont scientifiquement peu robustes et qui vont aussi poser des soucis, puisque au final, on va tomber dans des situations où une population, où certaines parties prenantes vont refuser des choses par principe, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'échanger entre nous, d'apprendre, de regarder ce qu'il en est. Et ça aussi, la recherche apporte des solutions, des méthodologies de consultation, de compréhension, pour poser les choses, cadrer les choses, permettant à des organisations comme Boralex aussi de s'appuyer sur ces travaux-là pour aussi prendre des décisions carrées, légitimes, respectueuses en environnement. Et c'est aussi les sciences humaines aussi ont une expertise sur ces questions-là. Et c'est là où en fait on a toute notre plus-value aussi sur ces travaux. Et c'est pour ça que dans le cadre de 5T, on poursuit ces travaux de recherche aussi, puisqu'on a envie de dire que la technologie, c'est bon, on commence à l'avoir. Par contre, quand on regarde les débats aujourd'hui sur le changement de nos modes de vie, je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt, d'où l'intérêt, on va dire, de poursuivre sur ces questions-là. Je vais laisser la parole à Philippe Pérez, qui va pouvoir compléter et présenter en gros Boralex, qui vous êtes, ce que vous faites, et quel est l'intérêt de collaborer ensemble. Donc c'est un projet qui va être lancé, donc c'est assez intéressant, puisque en fait, on va pouvoir aussi travailler ensemble en confiance. Je pense que collaborer entre des chercheurs et des entreprises, la base du travail, c'est surtout travailler en confiance. On n'est pas là pour les juger, ils ne sont pas là pour nous juger, mais on est là pour avancer ensemble sur un idéal commun, et essayer de conserver une planète à peu près carrée pour qu'on puisse continuer à vivre correctement. Je te laisse la parole. Merci Thibaut. Bonjour à tous. Merci à E5T et Excelia de nous accueillir aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un petit peu Boralex pour contextualiser un peu notre démarche au niveau de la recherche. Principalement, Boralex, c'est une entreprise initialement qui est québécoise, avec une approche, donc on est des industriels des énergies renouvelables, donc une approche de création de projets, de création économique, de valeur ajoutée économique, mais avec une approche aussi québécoise qui est très proche, au fait, là-bas il y a des communautés autochtones, donc très proche des communautés et des territoires. Notre idée, c'est depuis le début, au fait, chez Boralex, on intègre dans notre développement économique, on intègre complètement les retombées économiques sur le territoire. Jusque-là, bien sûr, on était à l'écoute de ce qu'on appelle les communautés, donc en France, ce sont les territoires. On était dans le dialogue, des comités de pilotage, des discussions, et on a mis en place tout un processus, un ensemble de panels d'outils qui nous permettent
de mieux suivre les désirs des territoires pour le développement de projets d'énergie renouvelable. Il s'avère que les énergies renouvelables, ce sont aussi, à la fois, ce sont des énergies qui apportent l'adhésion vis-à-vis des enjeux climatiques, et ça, c'est plutôt aux échelles internationales ou nationales. On le voit bien avec les objectifs de la PPE, mais ce sont aussi des énergies qui peuvent être, sur des grands projets et des projets industriels, clivantes au niveau local. Donc tous ces outils d'appropriation des projets par le territoire, ce sont des outils que nous mobilisons plusieurs fois, pendant plusieurs conférences pendant ces 3 jours. J'ai entendu dire que les innovations, les futures innovations pour la transition écologique, elles ne seront pas technologiques, mais elles seront humaines. Et donc nous, on est pleinement impliqués là-dedans en se disant, la vraie évolution qu'on peut faire, on est sur un secteur qui est très concurrentiel, avec de très nombreux acteurs. La différence sur les projets, ça va être d'associer au maximum le territoire et de répondre à des enjeux de société. C'est en ça que le travail avec la recherche est très intéressant. Donc on s'est lancé récemment, nous, dans une démarche ESG, RSE, pour notamment quantifier l'ensemble de nos actions, aller au-delà des énergies renouvelables, ne pas se ranger juste derrière cette action de lutte contre le réchauffement climatique, mais prendre en compte la biodiversité, les actions territoriales, les retombées économiques, et donc prendre tous ces éléments. Et la dernière démarche, c'est d'interroger la recherche pour avoir un regard neutre sur nos pratiques, sur notre capacité aussi à évoluer, et aussi, pourquoi pas, voir les bonnes pratiques qu'on a mises en place, mais dont on n'aurait pas conscience. C'est aussi proposer de conscientiser un peu toutes ces actions environnementales. Merci beaucoup pour ces exemples concrets mis en place dans le cadre de la recherche. Mais ça, c'est des projets qui sont lancés, qui existent, mais aussi la recherche sur la transition énergétique, c'est des perspectives. Et donc là, je repose une deuxième question à Eric. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les perspectives pour E5T et sur la recherche et sur la transition énergétique ? Alors, l'avenir, quand on parle recherche, c'est une question toujours un petit peu difficile. Il est toujours difficile d'y répondre. D'ailleurs, on l'avait un petit peu oublié et on s'en est rendu compte avec la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois, 1 an et demi. C'est que le temps de la recherche, ça n'est pas le temps de BFM et de LCI. Je crois que ça, c'est important maintenant de le réintégrer. Et ça rejoint aussi lorsque je disais que la recherche, ça n'est pas juste écrire. Et donc parler de l'avenir de nos projets, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on ne sait jamais à l'avance de toute façon où on va aller. On tâtonne souvent très longtemps. Ce que je puis dire, alors il y a peut-être 2 points sur lesquels je peux être assez affirmatif. C'est d'abord au niveau du club recherche de 5T, la prochaine étape, et nous en avons longuement parlé lors des réunions, c'est que E5T, et je rappelle que d'ailleurs les droits d'auteur seront totalement reversés à E5T, avec comme idée de financer dans un premier temps peut-être une thèse qui serait donc avec un thésard qui serait rattaché à la fondation et qui pourrait travailler sur une problématique, un sujet qui nous tient à cœur. Alors il y a le choix, ça fait 10 ans maintenant qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de problématiques sur la transition énergétique. Et donc l'idée première, ce serait vraiment ça, parce que là on est totalement dans le sens de la fondation, c'est-à-dire le développement durable, la responsabilité, la RSE, et donc dedans c'est aussi financer, aider des jeunes, et là en l'occurrence ce serait de jeunes chercheurs. Donc ça c'est la première idée de développement au niveau du club recherche. Le deuxième point, j'ai dit tout à l'heure, l'avenir, ça va être la sortie du livre, et cette sortie, nous l'espérons, enfin en tout cas c'est ce qui est prévu avec l'éditeur, aura lieu au moment de la 3e édition de l'Université d'été E5T, qui aura lieu, si tout se passe bien, sur notre campus de Dunkerque, donc de l'ICITCO, et
qui sera en plus flambant neuf. Hein, ce sera l'école la plus moderne de France jusqu'à ce qu'une autre refasse ses bâtiments ou reconstruise quelque chose. Mais en tout cas, qui dit l'école la plus moderne, ça veut dire aussi en termes de transition énergétique. Hein. Donc on sera dans des bâtiments qui respectent, et là j'espère que Christophe viendra vérifier qu'on respecte bien tout. Et donc l'idée, le 15 et 16 mars, ce sera entre autres de présenter ce livre terminé. Nous pensons rendre les dernières épreuves d'ici 2 mois maximum. Ce qui veut dire qu'effectivement, début mars, le livre sera édité. Et je crois que ce sera... il faut toujours un peu de concret quand même lorsqu'on est chercheur, hein, parce que sinon on se perd un peu. Et un ouvrage, un article, c'est toujours une pierre sur laquelle on peut se poser pour continuer à construire la pierre suivante à ciseler. Et donc, du coup, je pense que cette date sera importante. Et donc, je vous invite tous à venir à Dunkerque le 15 et 16 mars pour cette université d'hiver qui sera pour la première fois, si tout va bien, pendant 2 jours. Donc voilà, et toujours sur le même thème, port, transport maritime, et cette année, donc, la décarbonation. Voilà, donc j'en profitais pour faire un petit peu de publicité, mais c'est surtout parce que c'est aussi important de rayonner et donc de faire partager toute cette intelligence collective au plus grand nombre. Et donc pas seulement à La Rochelle qui en profite depuis 10 ans, mais justement la Fondation va de plus en plus par monts et par vaux et de pays en pays. Donc voilà, la prochaine étape, je crois qu'il y aura quand même l'Espagne entre deux. Mais donc rendez-vous avec la sortie du livre. Je rappelle aussi qu'il y aura donc 10 entreprises partenaires, ou en tout cas 10 projets partenaires de 5T qui sont associés à ce livre, et donc ce sera une petite fête pour la sortie de ce livre. Voilà. Merci beaucoup pour ces perspectives prometteuses. Merci pour vos interventions. Nous avons un dernier intervenant qui n'a pas pu être avec nous, donc il va faire son intervention sur Zoom. C'est Mohamed Mansour. Alors, enseignant-chercheur à l'université Dauphine Tunis. Mohamed, bonjour. Tu nous entends? Bonjour Vincent. Oui, je vous entends. On vous entend mal. Est-ce que vous m'entendez? Là, bonjour, je vous entends. Ouais, là, on vous entend. Ah, moi, j'ai cru comprendre que vous êtes enseignant-chercheur en économie, que vous vous intéressez aux questions de la transition énergétique. Donc, petite question, est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre recherche sur ces questions et comment elles évoluent? D'abord, bonjour à tous. Bonjour Vincent, merci d'abord pour cette invitation. Je remercie toute l'équipe de l'Université au 5T pour l'organisation de cet événement. J'aurais souhaité être parmi vous. Mais malheureusement, la situation sanitaire ne permet pas les déplacements et c'est compliqué aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas entendu aussi toutes les interventions précédentes, hein, vu mes engagements professionnels dont je vous ai rejoint il y a quelques minutes. Comme vous l'avez dit, je suis enseignant-chercheur à Dauphine Tunis, c'est le campus tunisien de l'Université Paris-Dauphine. Je m'intéresse dans mes travaux et mes recherches à la question du climat. Bien que ma spécialité, c'est plutôt l'économie politique au sens général. Et en économie politique, bien sûr, il y a un aspect important qui concerne les politiques publiques. Donc, brièvement, je vais essayer d'être très brève. Les axes de recherche auxquels je m'intéresse et qui intéresseraient les jeunes chercheurs aujourd'hui, hein, qui souhaiteraient explorer d'autres pistes de recherche. Principalement, tous les 3 axes de recherche tournent autour de l'évaluation des politiques publiques, notamment l'investissement public. Donc je pense aujourd'hui que l'objectif de l'État est de mettre en place des politiques publiques efficaces afin de réduire l'émission carbone. Et cette question soulève le problème de la rationalisation des investissements, de comment rationaliser ces investissements. Et là, je pense que, vu le besoin accru qu'on observe aujourd'hui des investissements
des investissements dans le sens des investissements qui ont pour objectif d'investir dans l'énergie verte, il y a plusieurs inconvénients et obstacles qui apparaissent. Premièrement, il y a le problème du financement. C'est un problème qui non seulement il faut trouver les financements nécessaires, quels moyens on dispose aussi pour savoir de combien on a besoin exactement et que va-t-on faire de l'argent. Donc ça, le problème du financement, je ne vais pas l'évoquer puisque c'est un sujet à part, mais je pense que pour rationaliser les investissements publics, il faut tenir compte de deux choses. La première, c'est l'accroissement de la consommation d'énergie induite par l'accroissement des investissements. Certes, l'accroissement des investissements a pour objectif d'investir davantage dans les énergies vertes, mais ça implique aussi une consommation d'énergie qui augmente. Et là, il faut faire attention, il faut trouver le bon équilibre entre consommation et investissement. Deuxièmement, et là c'est par rapport plus à la consommation individuelle, c'est que le fait d'investir dans les énergies vertes, notamment en encourageant aussi par exemple les ménages à investir dans des voitures électriques, le risque c'est d'encourager massivement les gens à utiliser ce type par exemple de véhicules, et ça va transformer en fait ces économies unitaires en une augmentation de la consommation générale. Et là aussi, l'objectif de la recherche aussi, c'est de trouver ce bon équilibre entre consommation et consommation générale et consommation individuelle. Là, il y a certains travaux, bien sûr, qui sont faits dans ce sens-là, mais ça mérite, à mon avis, de creuser davantage et d'encourager les jeunes chercheurs à aller dans ce sens-là. Deuxièmement aussi, un deuxième axe de recherche, c'est lié aussi à l'évaluation des politiques publiques, c'est l'impact socio-économique des politiques climat. Là, je pense que certaines études se concentrent sur l'étude de l'impact socio-économique, mais ça reste insuffisant à mon égard. Là, aujourd'hui, on voit qu'avec la mise en place des nouvelles politiques, on a tendance à voir quels sont les gagnants et les perdants de toute prochaine politique. Alors que je pense que cela ne suffit pas de savoir qui perd et qui gagne de la politique, mais plutôt de déterminer avec précision l'impact d'une telle politique au niveau macroéconomique. L'objectif, non seulement de déterminer l'impact, mais de réajuster les prochaines politiques et d'allouer les gains tirés de ces politiques vers de nouveaux investissements. Et troisièmement, rapidement, pour ne pas prendre beaucoup la parole, troisième axe de recherche aussi, c'est l'évaluation aussi dans le cadre des évaluations des politiques publiques, c'est par rapport au réchauffement urbain. Là, on sait très bien qu'il y a des politiques qui sont mises en place au niveau du pouvoir central, il y a des politiques qui sont aussi adoptées et des mesures qui sont pratiquées par les collectivités locales. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que dans certaines régions et certains pays, il y a une incohérence entre les politiques mises en place au niveau du gouvernement et les politiques qui sont adoptées par les collectivités locales. Et donc, ces politiques se concentrent principalement sur la réduction de l'émission du gaz à effet de serre dans les villes. Et le problème, je pense, central, c'est la question de mobilité. Moi, je pense qu'ici, qu'il faut repenser la question de la mobilité et qu'il faut se concentrer davantage dans les recherches sur cette question pour pouvoir plutôt revoir cette question de mobilité au lieu d'aller vers des moyens et des moyens de transport plus écologiques, par exemple. Donc, il y a aussi cette question de cohérence ou d'incohérence des politiques publiques mises en place, et je pense que ça mérite aussi d'y travailler davantage. Très rapidement, ce que je peux dire, et voilà les trois axes auxquels je m'intéresse et qui peut-être intéresseraient aussi
les jeunes chercheurs aujourd'hui. Merci beaucoup, Mohamed, en espérant vous revoir en vrai en Tunisie ou ici pour entamer, collaborer et faire de la recherche ensemble. On vous remercie beaucoup. Donc je cède la parole à Myriam pour la table sur la communication. Merci.